Son attachement aux 4 conventions de Genève de 1949 et à leur protocole additionnel de 1977 et 2005. La protection de la dignité humaine ne saurait être subordonnée aux considérations politiques, militaires ou géographiques. Alors que les perspectives d'une issue rapide au conflit demeurent incertaines, la République démocratique du Congo reste profondément préoccupée par la poursuite des hostilités et leurs conséquences humaines, politiques et sécuritaires. En effet, chaque jour supplémentaire de guerre emporte son lot de victimes, accentue les souffrances des populations civiles, alimente les fractures internationales et fait peser une menace persistante sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Fidèle à la position constante qu'il défend au sein du Conseil de sécurité, mon pays reste convaincu qu'il ne peut y avoir de solution militaire à cette crise. En effet, plus le conflit se prolonge, plus les perspectives d'un règlement durable s'amenuisent. Seule une désescalade progressive, un engagement sincère des parties en faveur du dialogue et des efforts diplomatiques constants permettront d'ouvrir la voie à un cessez-le-feu qui est un préalable indispensable à une cessation définitive des hostilités et à une paix durable. Le gouvernement de mon pays estime qu'il est particulièrement important que notre débat d'aujourd'hui ne contribue pas à polariser davantage les positions. Il est conscient que ce conflit continue de susciter des appréciations, des lectures et des positions parfois profondément divergentes. Quels que soient les enjeux et les perceptions entourant cette crise, il est impératif de reconnaître une réalité incontestable. Le droit international humanitaire s'impose à toutes les parties et doit être appliqué en toutes circonstances. Je vous le disais en l'entame de ces journaux, les Zambiens ont commencé à voter depuis ce matin pour élire leur président et leurs représentants au Parlement. Un scrutin où les sortants HH, fort du redressement économique du pays, brigue un second mandat face à un opposant qui se présente en défenseur des 70% d'habitants. Retour en image sur les derniers réglages hier de ces élections avec Oscar Mbalkaïj. Dernière ligne droite pour l'élection présidentielle en Zambie. Les Zambiens vont donc voter ce jeudi 13 août 2026 pour élire leur président 5 ans après les sortants Hakainde Hichilema, surnommé HH, mise sur ses récents succès économiques pour l'emporter, même si leurs effets se font attendre sous les coûts de la vie et les chômages. Face à lui, Brian Mundubile, ancien allié de l'ex-président Edgar Lungu, paraît son principal rival après avoir uni une coalition des partis rivaux derrière sa candidature à la présidence de ces géants du cuivre historiquement proches de Pékin. Pays d'Afrique australe, la Zambie est le deuxième producteur du continent d'or rouge et le 8e au monde. Un métal indispensable au réseau électrique, centre de données et véhicules électriques. Malgré également un certain potentiel de ressources en cobalt, nickel et manganèse, les pays demeurent en proie à une pauvreté persistante, au chômage et à la hausse des prix des denrées alimentaires. Plus de 70% de la population sur les 22 millions d'habitants vit avec moins de 3 dollars américains par jour selon la Banque mondiale. Lors d'une campagne marquée par des heurts, l'opposition a tenté de capitaliser sur les mécontentements d'une partie de la population pour tenter de séduire une majorité de 8,7 millions d'électeurs et revenir sur le devant de la scène. Je l'ai dit en titre, le monde célèbre aujourd'hui la journée des gauchers. Ces derniers ne représentent que 10% de la population dans un monde largement conçu pour les droitiers. À travers ces reportages, découvrons ces talents qui ont refusé d'échanger de mains ou de pieds face à des outils conçus pour les droitiers. Eric Kabamba les a rencontrés. Quand un rond coiffe, il doit surmonter plusieurs obstacles. Coiffé avec la main gauche, nous avons des outils qui sont assez tranchants. Il faut vraiment beaucoup de délicatesse pour ne pas blesser le client. Toucher les ciseaux, la tondeuse ou le peigne, pour ce coiffeur gaucher, devient un véritable casse-tête. La plus grande difficulté que je rencontre, c'est dans la partie gauche du client. Il avance avec précaution. Chaque geste demande davantage de temps et de concentration. Avec ces outils de travail, la difficulté est bien réelle. Le coiffeur reconnaît être parfois lent et avoir du mal à réaliser certains gestes. Conséquence, les clients doivent s'armer parfois de patience avant de voir leur coupe prendre forme. Je suis pas trop rapide.
Mais être gaucher ne signifie pas forcément avoir du mal à tout faire dans un monde largement conçu pour les droitiers. Couteau dans la main gauche, des oignons sous la lame et aucun geste hésitant pour Érudit Kitutu. Chez cette dame, la main gauche semble avoir trouvé tous ses repères. Pour elle, la main gauche n'est pas un handicap, bien au contraire, elle lui permet de cuisiner avec aisance. Il n'y a rien, je trouve ça, il n'y a pas de complications, il n'y a aucune difficulté, en tout cas que je trouve. Elle affirme être parfaitement à l'aise avec tous les ustensiles de cuisine. Déjà avec ce couteau qui est tranchant, vous avez vu comment la manière dont j'ai coupé mes épices, donc c'est facile pour moi, donc ce n'est pas avec des risques. Et cette préférence ne s'arrête pas à la cuisine une fois à la table. C'est encore la main gauche qui prend le relais. Pourtant, une difficulté subsiste. À l'écriture, Érudit Kitutu est obligé d'incliner son papier ou son bloc-notes pour faciliter son geste. Sur un terrain de football, le pied gauche peut devenir un véritable atout. À 10 ans seulement, Donnel Barouti conduit aisément son ballon. Il jongle et réceptionne les ballons, principalement du pied gauche. Contrainte pour certains, aisance pour d'autres, avantage parfois pour certains. Être gaucher, ce n'est pas faire moins bien, c'est simplement apprendre à faire les choses autrement. Autre chose, près de 7000 jeunes entrepreneurs sur 17 000 candidats viennent de bénéficier d'une subvention du gouvernement congolais et ce, après avoir participé au concours du plan d'affaires Transform Copa, nouvelle entreprise cohorte sous la direction de l'unité de coordination du projet Transform. Retour sur cette cérémonie de la présentation des lauréats avec Mireille Ndeke. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Sur plus de 17 000 candidats, juste 7 000 ont été triés après un travail laborieux présenté par chaque entrepreneur ayant postulé au concours du plan d'affaires Transform Copa. On pouvait lire l'émotion sur le visage des bénéficiaires qui vont désormais pouvoir accroître leur business, et ce grâce à une subvention de l'État à travers le projet Transform de la Banque mondiale. Cette cérémonie de la présentation des lauréats du concours du plan d'affaires Transform Copa, nouvelles entreprises et cohorte 1, sous la direction de l'unité de coordination du dit projet, a connu la présence du ministre des tutelles, le ministre Justin Kalumba Mwanangongo, qui a réitéré son engagement à poursuivre son accompagnement pour répondre à la vision du chef de l'État, celle de créer les millionnaires congolais. C'est des entreprises qui vont affronter maintenant le monde professionnel, qui vont devoir s'affirmer par rapport à une autre forme de compétitivité. Et donc, il faut faire en sorte que finalement ces entreprises puissent survivre. Pour les coordonnateurs du projet Alexis Mangala, les efforts fournis par les entrepreneurs congolais méritent d'être reconnus. Notre ambition est plus grande. Faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs congolais capables d'innover, de croître, de créer des emplois et de bâtir des entreprises durables. Un signal fort pour les bénéficiaires et aussi une motivation pour les jeunes entrepreneurs porteurs de projets. Il s'y est de noter que ce concours a regroupé les candidats venant de plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur a ainsi fait appel à tous les acteurs de l'écosystème à accompagner les entrepreneurs dans un esprit de transparence et d'éthique. Le comité conjoint de coordination du projet de renforcement de la surveillance Une santé pour la détection précoce, alerte et réponse aux épidémies en République démocratique du Congo et en Zambie a tenu sa réunion. L'objectif est de fournir des orientations stratégiques et d'examiner les progrès pour la mise en œuvre du projet. On fait le point avec Bobette Ngalisamba et Anastasie Doumbou. Surveillance efficace s'impose face aux défis sanitaires majeurs liés aux maladies émergentes et réémergentes et aux épisodes successifs de la maladie à virus Ebola au cours des dernières décennies en RDC. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire le projet de renforcement des capacités de la surveillance dénommé Une santé, un système capable de détecter le menace sanitaire et de déclencher rapidement les mécanismes de réponse. Grâce à l'utilisation du test de diagnostic rapide QuickNavi Ebola, le Japon considère le renforcement de la sécurité sanitaire. À travers la JICA, le gouvernement japonais demeure fermement engagé
à accompagner la RDC dans ses efforts de renforcement des capacités institutionnelles, techniques et scientifiques. Le présent projet vient consolider les acquis de cette expérience de terrain et les leçons apprises du précédent projet SATREP sur la recherche épidémiologique sur les zoonoses virales. Il s'inscrit dans le cadre du renforcement non seulement du partenariat existant, mais surtout des capacités de détection rapide et précoce des menaces de santé publique, composante indispensable à une surveillance optimale. Au cours de la toute première réunion du comité conjoint de coordination, il était question d'approuver les cadres de mise en œuvre du projet, le plan de travail annuel et de lancer officiellement les activités du projet. Lancé en avril dernier, ce projet de 5 ans du gouvernement japonais par l'entremise de la JICA concerne l'RDC et la Zambie avec la participation des parties prenantes impliquées dans les diagnostics, la recherche et la lutte contre les maladies virales zoonotiques. En tournée à Fataki, dans les territoires des Djougou, nous sommes là en Ituri. Le gouverneur militaire de cette province sous état de siège a appelé la population à déposer les armes. Le général-major Kassongo Moulumba a également sensibilisé les fidèles de la paroisse locale sur les mesures barrières contre la maladie à virus Ebola. Junior Selemani, reportage. Nouvelle étape pour le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri. C'est à la paroisse catholique de Fataki que le général-major Kassongo Moulumba Batoka Gabi a entamé la deuxième journée de son itinérance dans le territoire de Djougou. Après une homélie axée sur l'amour du prochain, l'autorité provinciale a rappelé qu'il y a un temps pour tout, lançant un vibrant appel à la solidarité et surtout au dépôt immédiat des armes par tous les détenteurs illégaux. C'est le moment est arrivé de déposer les armes. La vie durable n'est pas dans les groupes armés. La vie durable se trouve dans l'éducation, se trouve aussi dans des commerces. Sur le plan sanitaire, le message est resté de mise. Le gouverneur militaire a insisté sur la nécessité d'observer scrupuleusement les mesures barrières. Cette épidémie, c'est une maladie grave, mais elle n'est pas fatale. Nous pouvons éviter cette maladie par les mesures de prévention d'hygiène, c'est-à-dire laver les mains régulièrement avec du savon. Le commandant des opérations s'est tour à tour entretenu avec le commandant de force de l'IPDF basé dans la zone ainsi qu'avec le représentant de la couche estudiantine du territoire de Djougou. Et pendant ces temps, le ministre national de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, lui, séjourne au Kasaï, plus précisément à Chikapa. Sur place, Moïndo Nzangi s'est rendu sur les sites maraîchers et piscicoles de Kamayonga. D'autres détails avec Isidon Kaya. Le ministre national de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi Boutondo, a foulé le sol de Chikapa mardi 11 août 2026. Dès sa descente d'avion, le ministre s'est rendu sur les sites maraîchers et piscicoles de Kamanyonga dans le cadre des activités du projet Tudienzele mis en œuvre par l'Agence adventiste d'aide et de développement ADRA en sigle avec le financement du gouvernement américain. Le ministre s'est dit émerveillé par la qualité des légumes et des poissons produits dans ces sites en un temps record. Il a promis de promouvoir et de dupliquer ces modèles dans d'autres provinces du pays. Je voulais moi particulièrement visiter ce projet Tudienzele parce que c'est un modèle unique qui nous permet un appui direct aux horticulteurs, c'est-à-dire aux maraîchers autour de la ville de Chikapa et d'autres centres aussi. Cela permet aux gens de pouvoir diversifier leur alimentation et avoir une alimentation nutritionnelle équilibrée pour permettre aux gens de recouvrer leur santé. Mori Touré est chargé de l'agriculture et de l'accès aux revenus au sein d'ADRA. Quelques besoins ont été ressortis, notamment l'accès aux semences de qualité et aussi l'extension des systèmes d'irrigation que nous sommes en train de mettre en place. Ce sont des projets pilotes et comme le ministre l'a dit, il est prêt à appuyer ces initiatives-là afin que vraiment le maximum de participants puissent bénéficier de ces appuis. Au total, 721 000 personnes participent à ces projets qui visent à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que les conditions économiques des ménages vulnérables de la province du Kasaï.
La participation de la femme au dialogue et à toutes les négociations sur la paix, sécurité et développement durable n'est ni une faveur, ni une simple représentation, mais plutôt une question des droits et des justices. Cette déclaration de la ministre du Genre, Famille et Enfants traduit la volonté de la femme congolaise à jouer son rôle d'actrice de développement, nous dit Rodé Panda. La participation de la femme au dialogue et à toutes les négociations sur la paix, sécurité et développement durable n'est ni une faveur, ni une simple représentation, mais plutôt une question de droit et de justice. Cette déclaration de la ministre du Genre, Famille et Enfants, faite ce mardi à Kinshasa à l'ouverture du Forum national des femmes pour la paix durable et inclusive, traduit la volonté de la femme congolaise à jouer son rôle et mission d'actrice de développement. Ces travaux visent l'amélioration du cahier des charges de la femme en vue de sa participation à tous les processus de négociation et dialogue. Chères femmes congolaises, le moment est venu de passer de la simple revendication de notre participation à l'organisation concrète de notre présence dans les mécanismes de paix. Organisé dans le cadre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, paix et sécurité, la représentante de l'ONU Femmes a encouragé les femmes congolaises à aller toujours de l'avant. Nous travaillons vraiment de façon unie pour soutenir la participation et le leadership des femmes dans la mise en œuvre de la résolution 1325. Majoritairement présente à cette activité, la société civile a mis un accent sur le suivi des accords et engagements en amont et en aval de tout dialogue ou de toute négociation. Comment pouvons-nous continuer à parler de paix durable lorsque celle qui représente plus de la moitié de notre population reste insuffisamment représentée autour de la table où se décide cette paix? La fin de ces 2 jours de travaux sera sanctionnée par un cahier de charges actualisé. Rendons-nous dans les Grands Bandundu où une délégation de notables de ces coins du pays a rencontré la vice-ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, Iverson Kabouaba? Tout à fait, Louisette. L'Église catholique et les notables du Grand Bandundu remercient enfin le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix retrouvée dans les provinces de Mai-Ndombe, Kwilu et Lekwango. Ces remerciements a été transmis à la vice-ministre de l'Intérieur par le gouverneur du Kwango. Images et commentaires. Transmettre le message de remerciement de l'évêque de Kenge au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix retrouvée dans les Grands Bandundu, c'est la mission qui a conduit le gouverneur du Kwango, Willy Bitusila, auprès de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tielakamba. L'hôte de la vice-ministre a indiqué être venu 8 jours seulement après avoir été mandaté par l'évêque du diocèse de Kenge, Jean-Pierre Kwambamba Massi, ainsi que par les notables du Kwango pour transmettre ces messages de remerciements à l'autorité. Satisfaite de ces messages de l'évêque de Kenge transmis par le gouverneur du Kwango, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tielakamba, a promis de le transmettre à qui des droits. Une démarche qui traduit, selon elle, l'importance de consolider la paix retrouvée dans les Grands Bandundu et de préserver les acquis de la stabilité dans cette partie du pays. En nouvelle dans ce journal, coup de frayeur cette nuit à la RTNC Olomami à 1h du matin, des inciviques ont tenté de s'introduire dans la station provinciale. Ils ont cassé les vitres de la régie TV dans l'intention d'accomplir leur sale besogne grâce à la vigilance du technicien en poste nocturne et du policier commis à la sécurisation de la station. Les malfaiteurs ont pris la poudre d'escampette, bilan, dégâts matériels à déplorer. La direction de la station a saisi le ministre provincial des tutelles et le commandant ville de la police pour l'ouverture d'une enquête. En attendant, la RTNC Olomami a pris des dispositions idoines pour renforcer la sécurité des installations et lancer les travaux de réhabilitation. Nous y reviendrons avec détails dans nos prochaines éditions. Poursuivant ce journal, enseignement supérieur à l'ISPT Kinshasa, les étudiants en ingénierie ont défendu leur projet tutoré, une matinée qui a porté sur le rôle de l'ingénieur pédagogue dans le développement durable. Les détails avec Rodé Panda. C'était à l'occasion du lancement officiel de la série de présentations de projets tutorés comptant pour les premiers cycles LMD en ingénierie. Le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique et technique
de Kinshasa ISPTK, Albert Kabasele Yenga a rappelé que l'objectif poursuivi par l'enseignement en sciences, technologiques et innovations est d'allumer le flambeau du génie créateur et de la réponse aux problèmes de la société et non pas remplir des connaissances théoriques. Vous êtes la 50e promotion qui présente la finesse de la science. Vous êtes en train de franchir la ligne d'arrivée du premier niveau. Je voudrais vous voir immédiatement au master pour détenir un papier compétitif. Vous devez poursuivre votre mission sans relâche. J'appelle le parent à ne pas se fatiguer. La licence LMD ne fait pas de vous un cadre universitaire. C'est le master LMD qui prépare à être des cadres dans les entreprises. Pour le professeur Richard Mavouela, secrétaire général à la recherche à l'ISPT Kinshasa, la vision du comité de gestion Albert Kabasele tournée vers une recherche-solution au travers des sciences techniques mérite d'être appropriée par la jeunesse. Pour cette institution d'enseignement supérieur, le développement de la RDC a plus besoin des ingénieurs et techniciens capables de transformer l'environnement par des actions concrètes. Plus de 100 jeunes de l'UDPS sont en formation à l'Académie de la social-démocratie, une initiative appuyée par la Fondation Friedrich Ebert pour renforcer les capacités politiques de la jeunesse du parti, nous dit Christine Lenzo dans ses reportages. Il s'agit de la jeunesse de l'UDPS qui est à l'école de la social-démocratie. C'est au cours de l'académie organisée par la Ligue des jeunes de l'UDPS, appuyée par la Fondation Friedrich Ebert, qui est une fondation politique allemande. C'est pour affermir ces jeunes sur des fondements et principes de la social-démocratie, des valeurs prônées par l'UDPS et par les partis politiques SPD, comme souligné par Yves Bunkoulou, président de la Ligue des jeunes. L'UDPS, qui est un parti social-démocrate, qui non seulement prend le valeur de la social-démocratie, notamment qui milite pour une économie du marché ainsi qu'une justice sociale au sein de notre pays et partage aussi ses valeurs avec tous les partis sociaux-démocrates, mais également avec la Fondation Friedrich Ebert. Ces valeurs seront aussi à la portée des Congolais pour servir de modèle. Occasion pour le secrétaire général Augustin Kabouya de donner quelques conseils aux apprenants pour mettre au profit de la nation les acquis de cette formation. Pour Constantin Grande de la Fondation Friedrich Ebert, le parti politique SPD a une grande histoire à partager avec l'UDPS avant de mentionner également quelques expériences de ces partis politiques socialistes. L'Allemagne et la RDC souvent n'est pas évident ou à l'ordre du jour. Toutefois, on a des expériences. On a le parti SPD que nous représentons ici en RDC et la plus ancienne parti politique en Allemagne. Et évidemment, on a une large histoire, une grande histoire à partager au profit du parti UDPS. Les discussions démarrées ce mercredi 12 août se poursuivront jusqu'à jeudi 13 août 2026 à CEPAS. Alimenter le football devient un outil de plaidoyer à travers une compétition sportive dénommée Tournoi Yaba Jeune. Maître Isaac Mukendi mobilise la jeunesse des 14 quartiers de cette municipalité. Objectif, passer un message du plaidoyer pour obtenir la construction d'un stade municipal dans cette commune. Juste après ce reportage de Chimendondo, nous allons poursuivre ce journal avec Louisette Ntsakala. Dans la commune de Limete, les ballons a roulé. Mais le véritable match se joue désormais pour un stade. À travers le tournoi Yaba Jeune, Maître Isaac Mukendi mobilise le jeune de 14 quartiers autour du sport, de la cohésion et surtout d'un plaidoyer offrir à municipalité son propre stade municipal. Pour passer du plaidoyer à l'action, la Fondation Isaac Mukendi annonce une pétition qui sera soumise aux habitants avant d'être dressée au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur le terrain, Salongo a remporté le trophée face à Mombele. Mais au-delà du foot, Limete joue désormais un autre match, celui de son stade municipal. Et la suite de l'actualité avec vous, Louisette Ntsakala.
Merci Iverson pour toutes ces informations. Et pour terminer, un mot de sport dans ce journal avec du judo. Jeunes filles et garçons se mesurent sur les tatamis du gymnase des judo des stades Tata Raphaël pour le compte de la 2e édition des judo vacances. Une compétition organisée sous la supervision de la Fédération nationale congolaise des judo. Jason Maele nous propose les résumés de la 3e journée. Sur le tatami, chaque chute est une leçon et chaque relèvement, une victoire. Le mardi 11 août dernier, le gymnase de judo du stade Tata Raphaël a encore une fois refusé de se vider. Sur les 3 tatamis, les jeunes judokas ont enchaîné les combats sous les regards attentifs des parents, des encadreurs et des passionnés. Depuis le dimanche, Judo Vacances rassemble des milliers de jeunes autour d'une même passion. Pour cette 2e édition, ils sont plus de 3000 participants venus des différents quartiers de Kinshasa et du Congo central. Lors de cette 3e journée, chacun avait son objectif. Pour les uns, il fallait confirmer les progrès réalisés à l'entraînement. Pour les autres, il s'agissait simplement de découvrir l'univers de la compétition et de goûter, pour la première fois, à cette adrénaline propre au tatami. Et dans les tribunes, l'engouement des familles témoigne de l'intérêt suscité par cette initiative portée par l'ASBL Initiative Judo RDC, sous la conduite de maître Nicolas Lianza Likwale. Mais à Judo Vacances, la victoire ne se mesure pas uniquement au nombre de combats remportés, car avant d'être un sport de confrontation, le judo est aussi une école de comportement. Apprendre à saluer, respecter son adversaire, accepter la défaite et avoir la force de recommencer. 3 jours déjà, le rythme ne faiblit pas. Les combats vont se poursuivre, mais aussi les séances d'apprentissage et de perfectionnement. Mes amis venaient nombreux pour faire le judo, pour bien se défendre. Judo Vacances se poursuit jusqu'au 22 août au stade Tata Raphaël, une 2e édition qui grandit et une jeunesse congolaise qui, elle aussi, apprend à grandir par le sport. Madame, Messieurs, c'était un réel plaisir pour nous, Iverson Kabouaba et moi, de vous tenir compagnie à travers cette édition de la mi-journée. Au nom de toute la grande équipe des 13h30, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 19h et ce sera avec Marie Kalong à la présentation. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.